Bienvenue à tout le monde. On va commencer le webinaire. On va attendre un peu que d'autres collègues nous rejoignent. Et alors, pendant qu'on attend les autres collègues, plus de collègues commencent à nous rejoindre. Je vais partager quelques consignes d'organisation du webinaire. D'abord, je vous donnerai la bienvenue. Je suis Pilar Hernandez, je suis directrice à la Fondation SORMAS. Pour ce webinaire, laissez-moi partager quelques informations. Un petit moment. Alors, le webinaire sera enregistré et mis en ligne dans notre YouTube channel. Ça, c'est YouTube SORMAS. Pour ceux qui souhaiteront le revoir ou pour ceux qui voudront le partager avec d'autres personnes qui ne sont ici aujourd'hui. On va laisser la session des questions-réponses jusqu'à après la présentation. C'est pour ça que si vous avez des questions pendant les présentations, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va les rassembler et on va leur répondre à la fin des présentations. Et nous vous demandons aussi, s'il vous plaît, de couper vos microphones pendant la présentation afin d'éviter un peu le bruit de fond. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse d'email info@sormas.org. Même si vous avez des questions comme on n'a pas le temps de répondre aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Parfait. Je vois qu'on a déjà quelques personnes. Bonjour Franck, bonjour Ayuko. Je vais commencer afin de respecter un peu le temps qu'on a. Je vais commencer à introduire notre intervenant et le webinaire. Nous sommes dans le webinaire avec le titre Défis et solutions proposées dans la mise en œuvre de la surveillance numérique des maladies infectieuses, exemple de l'utilisation de SORMAS en RDC. Ces webinaires, ça fait partie du cadre de la série Webinaire SORMAS qu'on a à la Fondation. Et comme j'ai dit, on les a dans le YouTube channel. Vous pouvez les trouver dans notre YouTube channel. Et ces webinaires, on a décidé de le consacrer à la surveillance numérique des maladies infectieuses avec ses défis sur le terrain, mais aussi on ne voulait pas seulement parler des défis, on a décidé aussi de discuter des possibles solutions. Et pour ça, on a invité Dr. Franck Allais et aussi Ayuko Irai. On va commencer avec la présentation de Franck et à la suite, on aura la présentation d'Ayuko. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'introduire d'abord Franck Allais. Il est expert en santé publique et épidémiologiste avec plus de 20 ans d'expérience en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est titulaire d'un doctorat en santé publique ainsi que d'un master d'épidémiologie de l'Université de Bordeaux en France. Et il a travaillé avec plusieurs organisations internationales, notamment MSF, Action contre la faim, Epicentre et Population Services International. Et il a beaucoup d'expérience aussi avec des investigations lors d'épidémies majeures, parmi lesquelles, bien sûr, Ebola en RDC, diphtérie en Nigeria, Mpox aussi en RDC, pandémie de Covid, bien sûr. La position de Franck actuellement, c'est la poste qu'il occupe actuellement, c'est le chef de la division de la surveillance et d'alerte précoce au Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la CEDEAO. Alors, c'était en cours. Franck, je te laisse la parole.
À toi. Merci beaucoup, merci chers participants, merci de vous joindre à ce webinaire. Je crois et je remercie Pilar pour la présentation et de ma modeste personne. Je vais essayer de partager mon écran et je vais espérer que vous allez réussir à me voir, à voir mon écran plutôt. C'est bon. Vous voyez mon écran? Oui. OK. Merci beaucoup pour le temps et pour la gentillesse pour l'intérêt que vous accordé à la surveillance, les outils numériques dans la surveillance des maladies infectieuses. Donc, moi, ma présentation va porter un peu sur les défis que représente l'introduction des outils du numérique dans la surveillance des maladies infectieuses. Donc, pour bien placer le décor et nous permettre vraiment de bien comprendre, avant de parler des défis, c'est important pour nous de parler d'où nous venons avec la surveillance des maladies infectieuses. Sur le terrain, en réalité, la surveillance des maladies infectieuses repose historiquement sur la surveillance intégrée des maladies et ripostes. C'est vraiment un système structuré, très large, basé sur la collecte des données sur une liste définie de maladies à potentiel épidémique et transmis de façon hiérarchique, c'est-à-dire que les centres de santé collectent des données à partir des données papier, l'envoient au niveau des districts sanitaires, les districts sanitaires les compilent au niveau régional et l'envoient au niveau central. En 2004, lorsque j'ai commencé par officier au niveau du ministère de la Santé de mon pays, le Bénin, au niveau de la zone sanitaire au nord du Bénin, qui s'appelle la zone sanitaire de Kandigorun-Segbana, j'étais en charge du centre de surveillance épidémiologique avec d'autres collègues, bien sûr, au niveau de cette unité. Et pour pouvoir avoir accès aux données de surveillance, on allait les mercredis et les lundis à la radio centrale qui était placée au niveau du district sanitaire pour appeler chaque centre de santé et savoir le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de cas, le nombre de prélèvements qui a été fait. C'est pour expliquer un peu comment la surveillance intégrée des maladies fonctionnait un peu dans nos zones sanitaires. Donc, ici, vous pouvez voir que chaque fin de semaine, les agents de santé, l'équipe du centre de santé se réunissait, dépouillait les registres du centre de santé et décomptait le nombre de maladies à potentiel épidémique. Les listes dépendent des pays et des contextes, mais il avait une liste de maladies à potentiel épidémique qui devait être déclarée. Et du coup, la déclaration se faisait, en tout cas pour le cas du Bénin, 2 fois dans la semaine, le mercredi et le lundi matin. On devait avoir le point des maladies à potentiel épidémique. Imaginez, mon rôle à moi, c'était de noter, d'être parti à la radio, d'appeler Allô Kassakou à l'écoute, et Kassakou report, et après on échange. Nombre de cas de PFA, nombre de cas de rougeole, nombre de cas de ceci, nombre de décès, tout ça. Donc, c'est assez manuel et assez risqué. Et ça créait un grand problème. Les limites qui ont été observées dans ce système, c'est les limites de transmission de données. Donc, on pourrait passer une semaine, si on a un peu de chance, on a les données de façon hebdomadaire. Si des maladies qui devaient être notifiées immédiatement dans le système de surveillance, dès qu'ils sont détectés. Et le fait aussi que je notais manuellement ou que nous notions manuellement des données qui proviennent des centres de santé au niveau des districts sanitaires pouvait générer des pertes. Imaginez, des fois, on se retrouve avec des nombres de décès sans avoir des nombres de cas, parce qu'ils n'avaient pas, ça générait des erreurs. Aussi, comme vous le voyez, après avoir récolté les données sur un formulaire papier, il fallait les transmettre dans un fichier Excel et les analyser. Donc, on avait une faible capacité d'analyse. Alors que normalement, les données de surveillance épidémiologique sont orientées vers la prise de décision. Ça veut dire que normalement, le centre de santé qui collectait les données devait pouvoir les analyser pour prendre les décisions à leur niveau directement, pas attendre que les données arrivent au niveau du district ou au niveau régional avant d'être analysées. Donc, il y avait beaucoup de difficultés à analyser. Vous pouvez voir sur ce graphique, les graphiques s'étaient faits à la main. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous partez au niveau des centres de santé
dans les périphéries, vous allez voir les courbes épidémiques sont toujours tracées à la main. Moi, je suis fan de ça, hein, j'aime beaucoup ça, mais le problème, c'est que ça crée, ça limite les capacités d'analyse. Et imaginez, les agents de santé sont recrutés pour s'occuper en première position des patients. Donc, moi, dans ma pratique, j'ai constaté qu'il y avait des agents de santé à partir du jeudi qui ne travaillaient plus au centre de santé parce qu'ils avaient besoin de prendre le temps pour dépouiller les registres. Et même dans ma pratique en ONG, on avait constaté que les responsables des projets, à partir du jeudi jusqu'à la fin de semaine, passaient beaucoup de temps à récolter les données épidémiologiques, les données sur les cas de maladie aussi, hein. Mais ça prenait beaucoup de temps et ça surcharge les infirmiers, les infirmières qui sont en première ligne dédiée à soigner les patients. Donc voilà. Il faut aussi noter que avec les défis qui la surveillance intégrée des maladies et repose racontait, l'OMS a réfléchi à créer la version électronique de la surveillance intégrée des maladies et repose. Donc, électronique IDSA, qui avait pour ambition d'introduire des outils du numérique dans la surveillance épidémiologique. Et c'est là qu'on vient maintenant sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, le défi du numérique dans la surveillance épidémiologique. C'est l'introduction de ces outils numériques qui répondait à un besoin important. L'électronique surveillance intégrée des maladies et réponses avait pour ambition de faire en sorte que les données soient saisies au niveau du centre de santé et lors de la saisie, on génère directement les analyses. Ici, vous pouvez voir sur ce graphique des agents de santé qui font la saisie, mais ils ont en même temps à côté le dashboard. Et ils pouvaient voir en même temps si le seuil est dépassé, si le seuil n'est pas dépassé, quelle est la tendance de cette année par rapport à l'année passée et autres. Ils pouvaient prendre la décision. Donc, les promesses de l'introduction du numérique dans la surveillance épidémiologique, c'est d'abord ça. De faire en sorte que les données soient saisies directement sur le terrain et soient analysées directement sur le terrain, que la transmission soit instantanée et que les tableaux de bord soient générés de façon automatique. Donc, on enlève toutes les barrières en lien avec moi qui partais à la radio centrale de l'hôpital pour appeler les centres de santé. Maintenant, je peux voir directement dans mon application les centres de santé qui ont saisi, ceux qui n'ont pas saisi. Le bénéfice est énorme. L'objectif est clair, c'est de passer des surveillances qui est réactif, donc un système de surveillance où les épidémies surviennent et on les découvre plus tard, plutôt qu'on subit les épidémies, à un système de surveillance qui est actif, qui est proactif. Mais cette transition-là ne s'est pas faite sans défi. C'est ces défis-là que je vais parler avec vous. Mais d'abord, faisons un bref aperçu des outils qui ont été introduits ces dernières années. Il y a le DHIS2. Je crois qu'on connaît beaucoup cet outil, mais cet outil est positionné comme un entrepôt de données où chacun devait développer les formulaires et notamment, le DHIS2 a été instrumental et a transformé la surveillance numérique à travers la notification des données agrégées. Donc, on pouvait notifier le nombre de cas qu'on a par semaine, par centre de santé. Et puis après, vu les limites de DHIS2, je ne vais pas dire après, au même temps qu'on avait DHIS2 et vu les limites que DHIS2 avait en temps, l'OMS a développé un outil qu'on appelle GoData, qui est basé beaucoup plus sur la gestion des cas, l'investigation des épidémies et le suivi des contacts. Je sais que vous avez beaucoup entendu parler lors de Covid, le suivi des contacts. Lorsqu'on a une maladie infectieuse, on devait savoir les personnes qui ont été en contact avec ces cas pour pouvoir suivre si ces personnes-là vont développer les symptômes. Donc, le suivi des contacts est un pilier très important dans la surveillance épidémiologique des maladies infectieuses. DHIS2, dans sa version initiale, ne disposait pas de cette fonction. GoData en a. Et après, comme je vous ai dit, le défi toujours dans la surveillance épidémiologique, c'est l'alerte précoce. Donc, l'OMS a développé ici E1, qui est un système qui pouvait générer automatiquement les alertes à travers une plateforme numérique. Par exemple, lors de dernières déplacements de population soudanaise au Tchad,
avec l'appui de l'OMS et une organisation où je travaillais il y a quelques années encore, on a mis en place l'IWON dans les camps de réfugiés au Tchad, ce qui nous a permis de pouvoir avoir instantanément, à la fin de chaque journée, la situation épidémiologique dans chaque site de prise en charge dans les camps de réfugiés. Donc, c'est un outil qui est très facile à déployer et qui s'adapte à des contextes d'urgence. Et puis, évidemment, on parle, cette rencontre a été organisée par SOMAS. Il y a SOMAS qui est un outil que ma collègue va en parler beaucoup plus en détail, mais c'est un outil bout à bout qui part de la collecte des données, de l'investigation, du suivi des contents et du travail en temps réel. Donc, tous ces outils dont je viens de parler ont pour objectif, le même objectif, accélérer la prise de décision de façon rapide. Alors, je vais quand même essayer, je vais faire un toss à ce que je me suis donné comme ligne directrice au cours de cette rencontre, de ne pas comparer les outils entre eux, mais de faire quand même un positionnement basé sur ma propre perception. Il ne s'agit pas d'une étude comparative. Le DHIS2, pour moi, a été positionné comme un outil de reporting. Même si après le DHIS2 a développé la fonction tracker et suivi des événements et tout, au départ, et ce que ça reste populaire dans les pays, c'est pour la centralisation des données. Au niveau opérationnel, quand il faut suivre les épidémies, quand ils sont en cours, par exemple l'épidémie d'Ebola, de Mpox, l'épidémie de diphtérie, ou même les cas de rougeole ou COVID-19, il faut passer à d'autres outils. SOMAS fait partie des outils qui peuvent faire des suivis de contacts, mais il y a aussi GoData. Évidemment, il y a la fonction tracker de DHIS2 qui est venue après, mais que très peu de personnes connaissent pour la gestion des cas et pour la liste linéaire des cas lors du suivi de l'épidémie. Et puis, une fois encore, lorsqu'il s'agit de suivre des contextes politiques comme les déplacements de population et autres, eWorld est beaucoup plus adapté. Et une fois encore, c'est mon analyse, ce n'est pas une analyse comparative. Donc ici, dans ce tableau, je fais un peu la comparaison sur la base d'un certain nombre de critères des maladies basées sur le papier, on va dire, en tout cas très peu d'études numériques, et le système numérique. Quels sont les bénéfices? Ce qu'on peut dire globalement ici, c'est que au centre du système de surveillance intégrée des maladies RIPOS, qui a été propulsé par l'OMS pour la région Afrique, c'est le papier qui était au centre. Et pour l'électronique, en termes de saisie, c'est du mobile. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui sont embarqués sur les téléphones portables, sur Android classiquement, et on pourrait faire la saisie directement. Le bénéfice, c'est qu'en quelques heures, sur l'électronique surveillance intégrée des maladies au poste, tu pouvais avoir les données, tandis qu'au niveau du papier, ça prenait des jours ou des semaines. Donc, vous voyez un peu ici les bénéfices, ici les avantages comparatifs de chaque système. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la journée, le système, l'intégration de l'électronique dans la surveillance intégrée des maladies infectieuses s'est fait avec beaucoup de dépendance de la technologie, des dépendances humaines et des dépendances financières. C'est ça qui constitue un peu les défis que nous allons parler aujourd'hui. Donc, moi, je classe les défis de cette transformation parce que pour moi, l'introduction du numérique n'a pas changé le système de surveillance, il a tout simplement transformé. On est toujours dans le même système. Le central, c'est la surveillance intégrée des maladies et RIPOS. La transformation s'est opérée à travers l'introduction du numérique. Et cette transformation, ça ne s'est pas fait sans des défis. Les défis sont documentés et des collègues l'ont documenté. Je vous présente deux articles ici. L'article qui a été écrit dans le BMJ et qui parle de l'implémentation de la surveillance intégrée des maladies. La surveillance intégrée des maladies RIPOS en Afrique. Il donne un peu les perspectives et les directives pour le futur. Je peux partager les liens de ces articles. C'est des articles très intéressants qui documentent un peu les défis que ça rencontre. Il y a aussi un autre article que je vous présente ici, qui a été un article très intéressant, qui a été fait dans le Journal of Interventional Epidemiology and Public Health, et qui est basé sur l'expérience de Sierra Leone, qui a documenté aussi un peu sa pratique de l'introduction du numérique dans la surveillance intégrée des maladies RIPOS, en utilisant cette fois-ci l'outil DHIS2, et ce qui montre un peu les défis. Ça, c'est des documents que vous pouvez lire qui sont très intéressants.
les défis, moi, je les ai regroupés en 3 groupes. Le premier groupe, c'est les défis au niveau des infrastructures, si vous voulez. Tous ces outils de numérique reposent sur des appareils électroniques qui ont besoin d'être chargés. Par exemple, les tablettes, les téléphones, l'ordinateur qui est le serveur et tout ça, ils ont besoin d'être chargés. Le problème, c'est que la réalité de notre terrain en Afrique, il n'y a pas d'autonomie en électricité. Moi, je vis au Nigeria, je vous appelle du Nigeria. Croisons les doigts pour que tout au long de ce webinaire, il n'y ait pas de coupure électrique. Sinon, vous pouvez rapidement me perdre. Donc, au Congo, que ce soit en RDC, que ce soit au Tchad, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina Faso, des pays où j'ai travaillé, l'accès à l'électricité est limité. Les équipements, les tablettes et les ordinateurs, croyez-moi, il y a des centres de santé qui ne peuvent pas se permettre de garder ou de maintenir des ordinateurs, des tablettes pendant longtemps. Donc, si on veut faire la saisie sur le terrain, la disponibilité de l'outil informatique est un grand problème. Et une fois encore, les outils dont j'ai parlé, SORMAS, DHIS2, ils ont développé des fonctions offline, c'est-à-dire on peut travailler sans être connecté sur un serveur. Mais à la fin de la journée, quelles que soient les circonstances, il faut se connecter sur un serveur pour synchroniser, pour qu'on puisse avoir tout le bénéfice du numérique dans le système de surveillance des maladies que les repose. Et avoir un serveur il faut avoir de l'autonomie d'électricité, mais il faut avoir aussi des ordinateurs avec un certain nombre de capacités. Aujourd'hui, il y a le cloud computing, on peut stocker directement dans le cloud, mais une fois encore, il faut se connecter sur Internet pour que le cloud puisse fonctionner. Ça, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, une fois encore, la maintenance de l'infrastructure du serveur doit être faite périodiquement. Et ça, ce n'est pas évident d'assurer la maintenance préventive et curative des systèmes informatiques. Alors, il y a aussi un autre point important, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation des acteurs. Les acteurs doivent s'adapter aux technologies. Et croyez-moi, nous sommes beaucoup, et il y a beaucoup de personnes qui sont des BBI, des personnes qui sont nées avant Internet et qui ne sont pas très familiers avec des applications mobiles. Ces personnes-là ont besoin de formation, ces personnes vont résister à des changements. Et aussi, au niveau des structures sanitaires, il y a des changements d'équipe qui sont fréquents. Donc, on ne peut pas garantir la maîtrise des outils et la numérique par les nouvelles personnes qui sont recrutées ou qui viennent au poste. Donc, les gens changent. Le gestionnaire des données va changer, l'infirmière du centre de santé va changer. Donc, il faut assurer une formation continue et après, on a besoin d'argent pour ça. Et comme on l'a dit au début, hein, je le présentais ici au début, quelque part, pour dire que le numérique devait réduire théoriquement la charge du travail, mais quand le numérique cohabite avec l'électronique, ça génère plutôt un double travail, parce que dans l'incapacité de pouvoir assurer la fonctionnalité de l'outil numérique tout le temps, les gens sont obligés de faire en même temps l'outil numérique et l'outil papier. Donc, ça fait double travail. Donc, c'est ça qui est la pratique courante. Donc, cette production de charge, elle est vraiment théorique, elle n'est pas effective. Et utiliser les données pour prendre les décisions, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut développer. J'aime bien les organisations les plus élevées. Je peux citer là où je travaille, par exemple, dans des grandes organisations. En théorie, les gens disent qu'ils prennent les données à partir des décisions à partir des données, mais dans la pratique, les gens font directement à partir de leur intuition. Donc, les tableaux de bord sont élaborés, mais est-ce qu'ils sont vraiment utilisés pour la prise des décisions? Ça, c'est un autre problème. Alors, le point pour moi qui est le plus important, c'est la complexité des outils et le travail nécessaire pour maintenir les outils. Comme j'ai expliqué un peu, les outils numériques sont multiples. Et chaque bailleur, chaque acteur du système essaie d'imposer son outil. Donc, on n'a pas aujourd'hui une comparaison des outils, des avantages comparatifs pour pouvoir choisir de façon éclairée sur la base d'évidence des données. On subit le flux et le nombre des outils, la multiplicité des outils est très important. Il y a une faible interopérabilité entre les systèmes. Ces dernières années, avec les efforts qui ont été mis en place, les API ont été développés.
beaucoup d'outils sont interopérables, mais ça reste encore qu'il faut maîtriser comment connecter les outils entre eux. Des fois, les outils sont très complexes et pas adaptés au terrain, particulièrement dans ma pratique d'épidémiologiste. Et j'ai des collègues en ligne que je vois leur nom et je les salue chaleureusement. Dans ma pratique d'épidémiologiste, je n'ai jamais réussi à utiliser, par exemple, DHIS2 pour suivre une épidémie de façon active sur le terrain. Moi, je n'ai pas réussi et beaucoup d'autres personnes peut-être le font. Pourquoi? Parce que l'interface et la façon dont l'outil est, ce n'est pas friendly. Il faut prendre du temps pour prendre ça en main. Rapidement, on passe à d'autres outils. On revient à notre Excel, très simple. Un fichier Excel peut générer une liste très simple, on l'utilise. Il y a d'autres outils, évidemment. La duplication des saisies, évidemment, comme je viens d'expliquer, si DHIS2 est sur le terrain en même temps que Excel, on va saisir d'abord en Excel parce que c'est plus simple pour l'agent de santé. Et puis, quand ça va arriver au niveau du district, puisque l'outil national, c'est le DHIS2, le gars du district serait obligé de saisir encore dans le DHIS2 quelque chose qui est déjà dans Excel. C'est comme ça. Il y a une duplication de saisie qui se passe. La difficulté dans la gestion des données individuelles et des données agrégées. Une fois encore, je l'ai expliqué, il y a d'autres outils qui sont très superbes et très adaptés dans la gestion des données agrégées et d'autres outils qui sont beaucoup plus adaptés dans la gestion des données individuelles. Moi, je suis très à l'aise à développer le suivi des données individuelles sur ODK ou CoboCollect. C'est que ce n'est pas facile pour moi d'utiliser le module Tracker ou Event de DHIS2 ou peut-être de SORMAS parce que je n'ai pas la technicité, je n'ai pas l'expertise en niveau. Donc, on va pouvoir avoir des difficultés à avoir un outil. En conclusion, ce que je veux dire, c'est que la surveillance numérique s'est introduite dans notre région avec beaucoup de défis. Et la surveillance numérique n'échoue pas à cause des outils. Ça, on doit être clair dessus. Ça échoue beaucoup à cause des systèmes dans lesquels ils ont été déployés. La priorité pour nous, ce n'est pas l'outil, c'est finalement tout le système, les ressources humaines, les systèmes d'information et l'infrastructure. Donc, ce n'est pas les outils qui vont déterminer ce qu'on va faire. C'est vraiment la façon dont on va structurer notre workflow, la façon dont on collecte les données, la façon dont on les stocke et la façon dont on va investir sur les ressources humaines pour pouvoir maintenir ça. La façon dont on va investir dans les infrastructures et non dans la multiplicité et dans l'abondance des outils du numérique. Donc, je vais terminer là en disant qu'aujourd'hui, en Afrique, en tout cas, nous avons besoin d'investir sur des systèmes et non seulement sur des outils. Bien que des outils soient nécessaires et indispensables, nous devons encore beaucoup travailler et faire de la recherche pour pouvoir avoir des données objectives, pour pouvoir comparer les outils et selon les contextes épidémiologiques, choisir l'outil qui répond le plus et assurer l'interopérabilité entre les outils et nos systèmes nationaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Franck, pour ta présentation. Comme je dis au début du webinaire, on va laisser les questions à la fin du webinaire, après les présentations. Si vous avez des questions pour Franck ou pour Ayuko, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Maintenant, j'ai le plaisir d'introduire Ayuko Hirai. Elle est clinicienne spécialisée en médecine interne, pneumologie et maladies infectieuses avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle. Elle est également épidémiologiste et titulaire d'un master de santé publique à l'Université de Bordeaux. Elle a fait beaucoup de missions pour MSF, notamment en tant que coordinatrice médicale dans divers contextes humanitaires. Et de 2023 à 2024, elle a occupé le poste de chef de projet SORMAS en RDC du côté de l'Université de Bordeaux. Et c'est exactement ce travail, ce qu'elle va présenter maintenant. Ayuko, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Ton microphone est coupé encore. Ah, pardon. Merci. Merci beaucoup, Pilar, pour la présentation. Donc, je partagerai mon écran.
C'est déjà partagé? Oui. OK. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter notre expérience de mise en œuvre de SOMAS en République démocratique du Congo. Et ce projet et le consortium de ce projet est composé par nous, l'Université de Bordeaux, et ARIMA et SJI, et avec la collaboration avec le ministère de la Santé. Donc, cette pilotage de SOMAS en AZC a été réalisé dans le cadre du projet DigiPlus. Et les périodes de projet étaient de juillet 2012 et jusqu'à la fin 2024. Les déploiements de SOMAS étaient faits dans la province du Kwango, en ADC. Et cette province a été choisie par le ministère de la Santé parce que cette province n'a jamais utilisé l'outil numérique pour la surveillance en ce moment-là. Et pourtant, d'autres 5 provinces ont déjà utilisé IWAS. Et le déploiement de SOMAS a été fait avec 2 stratégies différentes. Et en fait, la province de Congo est divisée en 4 zones de santé. Et donc, première stratégie, dans la zone de santé de Kenge, nous avons installé des SOMAS au niveau du centre de santé. Et par contre, l'autre 13 des zones de santé au Congo, on a installé SOMAS uniquement au niveau du bureau central de la zone de santé. OK. Donc, avant d'expliquer notre projet, Franck a déjà expliqué un peu de système de surveillance intégrée des maladies et ripostes en Afrique. Mais en ADC, c'est la même chose. Et il y a 4 niveaux, aire santé, zone de santé et province et nationale. Donc, au niveau de aire santé, c'est l'infirmier titulaire qui est basé des centres de santé et hôpital général qui collecte des données agrégées de chaque semaine et mettre les données dans le formulaire qui s'appelle le relevé épidémiologique hebdomadaire EUH. Et transmettre ces données des RH à bureau central de zone de santé. Et au niveau du bureau central de zone de santé, infirmier superviseur, il compile des données de tous les aires santé et faire un rapport hebdomadaire et envoyer la donnée à la division provinciale de santé. Et cette étape était faite par le formulaire en papier, mais comme Franck a dit, des fois, quand il n'y a pas mais c'est compliqué d'envoyer le papier. Donc, souvent, de nos jours, ils envoient des photos de papier via WhatsApp. Mais quand il n'y a pas aucun Internet, ils s'appellent et ils mettent des chiffres, ils disent des chiffres au téléphone. Ça marche comme ça. Et pour notre projet, pilotage de SOMAS en ADC, et nous avons distribué des tablettes équipées SOMAS au niveau de toutes les zones de santé. Et seulement dans la zone de santé Kenge, nous avons aussi distribué des tablettes avec SOMAS au niveau de centre de santé et y compris l'hôpital général. Et je voulais juste ajouter en ADC, DRS2 est également utilisé mais pour collecter des données de santé, mais au niveau de zone de santé. Mais comme beaucoup de zones de santé, de centres bureaux de zones de santé n'ont pas d'accès Internet, donc il faut aller à d'autres zones de santé pour transmettre les données au niveau province. Donc, c'est pour ça, des fois, ça prend du temps pour transmettre les données. Donc, pratiquement, pour SIMR, au Congo, c'est le RH qui est utilisé pour SMR. OK, maintenant, je vais présenter les résultats de notre étude. Tout d'abord,
nous avons comparé le nombre de cas de notifiés dans SOMAS et RH, le système conventionnel en ADC. À gauche, non, il faut d'abord noter que des données on a utilisées et SOMAS c'est données individuelles, mais RH est données agrégées. Et dans le centre de santé, dans le santé Kenya, où on a installé SOMAS au niveau du centre de santé, plus de cas sont notifiés dans SOMAS que RH. En revanche, sauf Kenya, le bureau de SOMAS est installé seulement au niveau de zone de santé et plus de cas notifiés dans le RH que dans SOMAS. Notamment, quand on voit le nombre de cas au jour, il y a beaucoup plus de cas en décès de SOMAS, mais très peu de cas en décès dans SOMAS. Et ça, il faut noter que déjà, d'abord, les SOMAS, c'est des données individuelles et RH, c'est des données agrégées. Et pendant des périodes d'études, ils ont eu des épidémies de rougeole. Donc, ça explique que quand il y a beaucoup de cas d'un cœur, c'est plus difficile pour l'utilisateur de mettre toutes les données individuelles dans le système. Et ensuite, je vais présenter les résultats de l'habilité de notification utilisant de SOMAS. Et à gauche, dans le tableau, vous voyez les zones de santé Kenya où SOMAS est installé au niveau de centre de santé. Et à peu près moitié des cas sont notifiés, notifiés au même jour ou le lendemain. Oui, il faut préciser, oui, mais je vais préciser que promptitude est calculée de délai de la date de consultation ou d'investigation de cas et la date de création de données dans SOMAS. Donc, et dans le centre de santé Kenya, 70%, plus que 70% de cas ont été notifiés dans SOMAS moins d'une semaine. Par contre, d'autres zones de santé, seulement 40% de cas ont été notifiés dans moins d'une semaine. Donc, c'était un peu lente. Mais par contre, nous avons fait des analyses un peu plus détaillées et de faire des analyses par chaque zone de santé. Et nous avons découvert, je vous montre dans le diapo à droite dans le graphique, et nous avons découvert qu'une zone de santé qui s'appelle Tembo était assez lente que les autres zones de santé. Donc, il a pris à peu près 11 jours pour notifier un cas. Mais par contre, si on élimine des zones de santé Tembo, les autres zones de santé avaient des plus trop bons résultats et avec 12 jours de promptitude. Donc, quand on pense de RH, de système de surveillance conventionnel et hebdomadaire, les 2 jours, c'est pas si mal, je trouve. Et c'est assez rapide. Même si on donne les SOMAS de outils au niveau de zone de santé. Et enfin, je voulais montrer les résultats de complétude des données. On appelle ça qualité des données. Et vous connaissez peut-être, quand on crée un cas dans SOMAS, il y a des variables qui sont obligatoires pour créer des données. Par exemple, nom et prénom de patient, et sexe et la maladie. Mais par contre, l'âge et le statut vaccinal et les symptômes, ce sont des données pas obligatoires. Donc, nous avons analysé des complétudes des données pas obligatoires dans SOMAS. Et vous voyez dans le diapo beaucoup de données non obligatoires et attendent à peu près 90% de complétude, même si ce n'est pas obligatoire. Et c'est à peu près le même résultat entre des zones de santé Kenya et l'autre zone de santé. Et
Et maintenant, je voudrais présenter un petit peu d'exemples de comment on peut utiliser des données dans SOMAS, oui, pour les postes d'épidémie. C'est le cas de monkeypox. Et dans SOMAS, comme vous savez déjà, par exemple, quand on choisit des maladies comme monkeypox, ça apparaît automatiquement des photos comme ça qui facilitent l'utilisateur de mettre des données adaptées pour chaque maladie. C'est ça. Et grâce à ça, nous avons pour analyser des caractéristiques des symptômes de Mpox au niveau de Kwango, par exemple des localisations d'éruptions cutanées et d'autres symptômes cutanés, par exemple lymphoadénopathie, les orales, tout ça. Et quand on parle de localisation d'épidémie, et comme la plupart des cas sont de localisation de patients jusqu'au niveau de communauté, on décide dans SOMAS, et ça nous permet de savoir où sont les épidémies. Et par exemple, nous avons découvert que pendant l'épidémie, pendant l'étude, les Mpox étaient signalés de 3 communes. Et une commune de zone de santé Kenya et 2 communes de zone de santé Kajiji. Et quand on met dans le map, sur le map, les 2-3 communes, on sait bien que 2 communes est vraiment proche et c'est à la frontière de Angola. Et l'autre commune de Kenya, s'appelle Sebeko, c'est le centre-ville de Kenya. Donc, le système conventionnel de SCMR, il ne donne que les données de localisation des cas au niveau maximum de Air Santé, mais avec SOMAS, on peut préciser la localisation de l'épidémie. Et il faut souligner que ces données, on avait un peu d'épidémie de monkeypox pendant des études, mais c'est pas ces collectes de données étaient faites dans le cadre de contexte de surveillance en routine. Donc, voilà la conclusion. Et avec le résultat de notre étude, nous avons montré que le SOMAS peut renforcer les SCMR en améliorant les notifications rapides et les données individuelles complètes. Et ces données individuelles complètes nous permettent de décrire plus précisément des épidémies, même si d'utiliser dans le cadre de surveillance en routine, de routine. Et notamment quand on déploie le SOMAS de UT, au niveau de centre de santé, les résultats étaient les meilleurs. Mais par contre, comme Franck a déjà montré les défis, nous avons aussi rencontré certains défis. Par exemple, SOMAS, maintenant, ils ont beaucoup de fonctionnements, mais pendant notre pilotage, pas tous les fonctionnements n'ont pas été utilisés. Par exemple, de laboratoire, des résultats de laboratoire n'est pas bien indexé dans SOMAS parce que nous n'avons pas pu installer les SOMAS dans le laboratoire. Et aussi, des SOMAS a la fonction pour importer des listes linéaires qui étaient faites avec Excel ou le CSV, mais ils n'ont pas utilisé cette fonction. Donc, c'est pour ça que quand il y a une grande épidémie, ils n'ont pas pu en déceler des listes linéaires, donc il y a moins de cas sont signalés dans SOMAS. Et enfin, oui, on savait déjà que quand on donne la tablette ou l'outil au niveau de centre de santé, les résultats est beaucoup meilleur. Mais par contre, ça nous donne beaucoup d'efforts pour la maintenance. Non seulement de outils ou tablettes, mais aussi de juste donner les forfaits Internet.
c'est beaucoup de travail déjà. On savait déjà avec cette étude. Et aussi des formations des agences sanitaires en français. S'il y a plus d'utilisateurs, il faut renforcer plus de personnes, il faut former plus de gens. Et soutien est plus lourd. Donc, pour le prochain, on pense qu'il faut bien réfléchir de meilleures stratégies pour optimiser le rapport coût-efficacité. Et voilà, enfin, cet résultat a été publié à la fin de l'année dernière dans le Frontier in Public Health. Okay. Je vous remercie de votre attention. Merci.